Bonjour. C'est un plaisir de voir un public si nombreux. Je suis ici avec l'homme qui a inspiré des millions d'Indiens à œuvrer pour l'environnement et en particulier à nettoyer et sauver les magnifiques fleuves de l'Inde. Donc je pense que nous allons explorer un peu ce qui vous inspire et ensuite comment vous faites pour inspirer les autres. Et par la suite, nous passerons peut-être aux questions plus pratiques sur la façon dont on peut réussir à lancer un si grand mouvement en Inde. Mais commençons par ceci. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à travailler pour l'environnement? Namaskaram. Bonjour à toutes et à tous. Mon engagement en faveur des fleuves et des forêts dans le sud de l'Inde a commencé très tôt pour moi. À l'âge de 8 ou 9 ans, si j'avais assez d'argent pour acheter de la nourriture pour 3 ou 4 jours, je me débrouillais et je disparaissais dans la jungle tout seul. C'était un gros sujet de préoccupation pour mes parents, mais je vivais juste dans la jungle et quand j'y étais, je ne percevais pas la jungle comme une forme de nature ou de beauté naturelle. Je la voyais juste comme une vie plus grande que moi-même. À 17 ans, j'ai descendu le fleuve Kaveri sur 163 km pendant 13 jours, mangeant grâce au fleuve, vivant grâce au fleuve, simplement sur 4 chambres à air et quelques bambous. Et le fleuve est une vie au-delà de vous et moi. Les gens comme vous et moi vont et viennent, mais ces fleuves coulent depuis des millions d'années, et ils doivent continuer à couler, pour toujours. Mais une vie d'une telle puissance, nous l'avons mise à genoux aujourd'hui. Les rivières que j'ai vues à cette époque, il y a 50 ans, et les rivières que je vois aujourd'hui, leur taille a diminué de moitié. Ils disent que la diminution est en moyenne de 44%, mais de nombreuses rivières sont bien en dessous de 50%, et beaucoup d'entre elles qui coulaient sans discontinu depuis des millions d'années sont devenues saisonnières. Cette année, le fleuve Kaveri n'a pas atteint l'océan pendant 3 mois et demi. Il s'est asséché sur 170 km depuis l'embouchure. La totalité de la longueur du Kaveri est au Tamil Nadu. Ces deux États, le Karnataka et le Tamil Nadu, se font la guerre au sujet de l'eau. Ça dure depuis 25 ans. Mais la longueur totale du fleuve est de seulement 430 km. Mais il s'est asséché sur 170 km. Et le plus triste, c'est que quand nous avons fait ce concours de dessin à travers le pays, dans plus de 160 000 écoles, beaucoup d'enfants, quand nous leur avons demandé de dessiner une rivière, ont uniquement dessiné du sable. Voilà l'expérience qu'ont les gens. Et pourquoi cela? Pourquoi ça sèche tel temps? L'agriculture? Pourquoi est-ce que cela se produit? Voyez, en Inde, seulement 4% de l'eau des rivières est alimentée par les glaciers. Le reste est entièrement alimenté par les forêts. Alimenter par les forêts veut essentiellement dire, nous avons des pluies, contrairement à l'Europe, nous avons des pluies pour seulement 40 à 45 jours en moyenne à travers le pays. C'est notre mousson. Pendant ces 45 jours de précipitation, la Terre est censée retenir l'eau pour 365 jours et la laisser lentement s'écouler dans la rivière. Pour que cela ait lieu, il faut une végétation substantielle. Il y a une grave disparition de la végétation, non seulement sous la forme de forêts, mais aussi dans les terres agricoles où il y avait autrefois de la végétation. Par exemple, dans le bassin du Gange, qui représente 25% de la géographie de l'Inde et 33% de la production agricole indienne, au cours des 50 dernières années, nous avons supprimé 94% de la couverture végétale. 94%. Ceci s'est produit principalement parce que, je le sais bien parce qu'il y a 40-45 ans, j'ai travaillé dans l'agriculture, et à cette époque, quand le nouveau mouvement de la révolution verte a démarré, où nous avons commencé à utiliser des engrais chimiques pour la première fois, les entreprises d'engrais conseillaient ouvertement à chaque agriculteur de supprimer tous les arbres, parce que les engrais sont absorbés par le système racinaire des arbres et que les rendements ne seront pas bons. Donc, dans tout le pays, au cours des 35-40 dernières années, il y a eu une énorme disparition de la couverture végétale. C'est la principale raison du recul des eaux. Une autre raison est l'importante exploitation des eaux souterraines, qui est une conséquence inévitable du manque d'eau dans les rivières. Dans votre vidéo, vous avez dit quelque chose comme « les gens croient que l'eau crée les forêts », mais le contraire est plus vrai, les forêts amènent l'eau. C'est bien le cas. Il y a de substantielles preuves scientifiques aujourd'hui qui vous montrent que c'est
le couvert végétal qui attire la pluie, et en ce moment, nous voyons que, quel que soit l'endroit où les pluies se produisent en Inde, la mousson devient très éparpillée, bien que le même volume d'eau tombe en principe. Ces 100 dernières années, il n'y a pas eu trop de variations dans la quantité d'eau ou de précipitations qui tombent sur le sous-continent indien. Mais l'endroit où ces précipitations tombent et leur fréquence ont complètement changé, principalement à cause du manque de couverture végétale. Et aujourd'hui, cela ne fait plus aucun doute. Tout le monde sait que c'est la forêt qui attire l'eau ou la pluie. Pourquoi y a-t-il cet énorme et très puissant groupe de gens qui s'opposent toujours à vous? Pourquoi on est toujours accusé de dégrader les forêts? C'est parce que ceux qui chassaient, ceux qui braconnaient, ils ont retourné ça contre nous. Certains d'entre eux écrivent « c'est un cornichon, c'est un crétin ». C'est bon pour moi. C'est très bon pour moi. Namaskaram Sadhguruji. Je veux vous demander ceci. Je vois, vous savez, quand vous travaillez et faites tant pour tout le monde, je veux savoir pourquoi vous et d'autres aussi que je connais, dont on a vraiment besoin dans le monde, pourquoi font-ils face à tant d'opposition? Pourquoi ce groupe de gens? J'ai vu ça avec vous, ou comme je l'ai dit, avec des gens qui ont toujours eu cette présence d'esprit. Et une partie importante de vos énergies est dédiée à clarifier ou à répondre à ces préoccupations ou doutes. Et à cause de cela, ce que vous avez l'intention de faire en pâtit énormément, en particulier pour les gens qui n'ont aucun doute sur ce pourquoi vous êtes ici et ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Donc pourquoi y a-t-il cet énorme et très puissant groupe de gens qui s'opposent toujours à vous? Ne vous fiez pas au bruit qu'ils font sur Twitter. S'ils font énormément de bruit sur Twitter, c'est que c'est un peu aérien, vous savez? Parce qu'ils n'ont pas d'empreinte au sol. Ils n'ont pas de substance. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont à plein temps sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Ici, on a laissé les tweets aux oiseaux, parce que eux, ils doivent tweeter. Donc, on ne doit pas les surestimer. Mais en même temps, peut-on les ignorer? Non. Eh bien, vous devez savoir ça. Gautama a été empoisonné 3 fois. La dernière fois, ça l'a tué. La 3e fois, ça l'a tué. Et vous savez que Jésus a été cloué. Vous savez qu'un Mansour a été lapidé à mort. Vous savez qu'un Socrate a été empoisonné. Cela a été l'histoire de l'humanité. Ils sont au moins... ils ne font que tweeter contre nous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi puissants que les ennemis du passé. Ils ont été désarmés à bien des égards. Ils peuvent seulement écrire des bêtises et des obscénités sur vous. Comme je ne bombe pas le torse quand quelqu'un me félicite. Quand quelqu'un m'insulte, je ne me ratatine pas. Ça ne fait aucune différence. En même temps, je pense que l'organisation est devenue alerte et agile grâce à ces gens. Autrement, beaucoup d'entre eux dormiraient à moitié, maintenant tout le monde est alerte. Voyez comme le virus a rendu tout le monde super alerte et conscient de tout ce qu'ils font. Exactement pareil, ce genre de virus aussi, c'est aussi un genre de virus. Tout ce qu'ils veulent, c'est devenir viraux. Comme
Ils ne font rien de substantiel dans leur vie. Leur seule joie, c'est que quelques minutes par jour, ils sont devenus viraux, quelque part, à propos de quelque chose. Parce qu'ils ont dit quelque chose de choquant, ou d'obscène, ou un pur mensonge qui a choqué les gens et est devenu viral, peu importe. Tout ce que je dis, c'est que ma seule préoccupation, c'est cela, qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des outils avec lesquels on peut atteindre l'ensemble de la population humaine. Je veux que vous imaginiez, quand un Gautama le Bouddha est arrivé, ou même quand un Adiyogi est arrivé, à combien de gens pouvait-il parler? Il marchait de village en village, de village en village, de village en village, pour parler à 5 personnes, 10 personnes. C'est tout. Je vous le dis, j'étais à l'ashram Sabarmati de Mahatma Gandhi. J'ai toujours été très intrigué par cette marche du sel, vous savez? Quelle brillante idée! Juste du sel. Simplement aller ramasser une poignée de sel a changé tout le mouvement national et lui a fait prendre une certaine direction, ce qui a conduit à diverses choses qui font maintenant partie de l'histoire. Je leur ai demandé, à l'ashram, combien de personnes ont marché avec lui. Bien que j'ai vécu dans ce pays et que je sois raisonnablement au courant de l'histoire, malgré cela, je ne savais pas, je pensais que des milliers de gens avaient dû marcher. Quand je leur ai demandé, ils ont dit que 72 personnes avaient marché avec lui. Vous y croyez? 72 personnes. Avec 72 personnes, il a changé la trajectoire de la lutte pour la liberté de l'Inde. 72 personnes. Nous avons des millions de gens. On peut changer la trajectoire de la façon dont l'humanité vit. Donc, c'est la toute première fois. Beaucoup de grands êtres sont venus. Mais ils étaient extrêmement handicapés, sans aucune technologie pour parler au monde. Ils devaient se déplacer physiquement, d'un endroit à l'autre. Qui sont-ils? Ils tiennent peut-être une place importante aujourd'hui dans la conscience humaine. Ceci a eu lieu sur des centaines d'années ou des milliers d'années. À leur époque, la plupart des gens à leur époque, qui vivaient sur cette planète, n'étaient même pas conscients que de telles personnes existaient. Quand Adiyogi marchait, vous croyez que qui que ce soit était au courant? Un si grand être. Quand un Krishna faisait la guerre, là-bas, dans l'Uttar Pradesh, vous croyez que les Indiens du Sud étaient au courant? Quand Gautama le Bouddha a marché, vous croyez que qui que ce soit était au courant? Bien plus tard, quand un Jésus était là, vous croyez que qui que ce soit en Amérique ou en Amérique du Sud ou en Australie? Maintenant, il y a des églises partout. Est-ce que qui que ce soit était au courant? À peine 12 personnes, d'accord? Et parmi eux, l'un est parti en vrille. En ce sens, on ne peut pas se plaindre, on s'en sort trop bien. Jamais auparavant, ça n'a été aussi bien. Allô? Jamais auparavant, ça n'a été aussi bien. Qu'est-ce qu'on se plaint de quelques-uns? Ils n'ont pas d'emploi, donc ils sont... Ce sont des auto-entrepreneurs, de l'insulte. Ça va. Mais ils ne se contentent pas juste d'insulter, ils essaient de frapper là où ça fait le plus mal. Pas moi, ils ne peuvent pas me faire du mal à moi, ils vont nuire au travail à divers niveaux. Mais c'est ok. Je pense que si on garde le pied sur l'accélérateur, ce genre de choses vont tomber. Il faut juste qu'on garde le pied sur l'accélérateur encore et encore si notre engagement à créer du bien-être humain qui est là. Si notre engagement reste fort, ces choses ne vont pas seulement tomber, elles seront là aussi demain. Je vous le dis, au Tamil Nadu, à la fin des années 90, certaines sections des médias ont commencé des campagnes contre nous.
nos ennuis ont commencé, parce qu'on a essayé d'arrêter certaines choses qui avaient lieu dans les forêts. La raison pour laquelle on est toujours accusé d'endommager la forêt, c'est parce que ceux qui chassaient, ceux qui braconnaient, ceux qui coupaient les arbres de santal, on a fait des efforts pour les arrêter, donc ils ont retourné ça contre nous et on dit « ces gens n'arrêtent pas de couper la forêt ». Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'un petit pourcentage de la population croit encore qu'on a pu faire ça. Ils continuent à commencer ici et là, ils disent « oh, il a coupé toute la forêt, maintenant il plante des arbres ». Comme on les a arrêtés, comme ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand on est venu s'installer ici, on est devenu un gros obstacle pour eux. On était le gros problème, parce que c'était la seule route à leur disposition pour aller dans la jungle et faire ce qu'ils faisaient. Donc, ils ne peuvent plus manger de gibier, ils ne peuvent plus manger de viande de buffle, ils ne peuvent plus chasser, ils ne peuvent plus le sanglier. Tout cela leur manque, et bien sûr, le bois de santal et ceux qui défrichent les arbres pour cultiver de la marijuana là-haut, tout cela on les a stoppés. À cause de ça, 25 ans plus tard, il y a encore des rumeurs qu'on a détruit des milliers d'hectares de forêt. Eh bien, vous demandez à n'importe quel garde forestier qui travaille dans la région, si la forêt se porte mieux avec nous ou moins bien avec nous. Vous pouvez demander à n'importe qui. Et vous pouvez demander à n'importe quel villageois ici. Les gens qui vivent ici depuis assez longtemps, ils savent que tout est devenu sûr et sécurisé grâce à nous. Donc à cause de cela, ils n'arrêtent pas. Tout ce dont vous pouvez accuser un homme, ce qu'un homme peut faire et ne pas faire, il nous en accuse. Ces jours-ci, ils essaient aussi de commenter mes citations et mes discours, et tout ça. À quel point je suis stupide et... C'est bien. C'est une bonne approche qu'ils ont adoptée, je suis très excité par cette approche. Parce que certains d'entre eux écrivent « c'est un cornichon, c'est un crétin », ça c'est bon pour moi. Très bon pour moi, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que ça a un certain impact, c'est bien. Ces accusations de forêt et de tuer des éléphants, tout ça, ils ont arrêté parce que ça ne prend pas. Toutes les agences gouvernementales ont publié les informations. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer à dire ça, maintenant ils arrêtent ça. Et ils racontent à quel point je suis idiot et stupide. C'est une bonne publicité pour moi. C'est très bien. Donc en même temps, on ne doit pas... Vous savez, c'est comme le virus. Pas de problème avec le virus, mais on ne veut pas qu'il nous rentre dans le nez. Donc on doit les tenir un peu à l'écart. Ça, il faut toujours y faire attention. Cela ne pose pas de problème, il faut y faire attention. Une certaine quantité d'énergie et de temps est dépensée là-dessus, malheureusement. Mais que faire, ça fait partie de la vie dans le monde. Il y avait un grand sage Kannada nommé Basava. Il a dit... C'est-à-dire que vous construisez une maison dans la forêt, et ensuite vous avez peur des animaux sauvages. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous construisez une maison sur la place du marché et vous avez peur du bruit. Qu'est-ce qui cloche chez vous? Vous allez vivre en ville et vous avez peur des commentaires des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? On sait à quoi s'attendre. Vous devez au moins apprécier cela. Tous ces gens qui font des commentaires sur notre stupidité, ils nous écoutent avec avidité. Un jour, ça va les transformer. Donc ils écoutent, c'est bien. Ils lisent chacune de mes citations et ils essaient de trouver ce qui ne va pas dans ma citation. À chaque discours, ils veulent faire un commentaire. Je suis confiant qu'un jour, ça va les transformer, c'est sûr. Si ça a pu vous transformer, vous.